We'll go straight into the first session, which is plenary 3, putting women and girls first for humanitarian action, peace and development. This session will be, there will be 3 keynote addresses. We'll be joined once more by our good friend from yesterday, the Honorable Marie-Claude Bibeau, the Minister of Development from Canada. There will also be a good friend from Guinea, Her Excellency Diéné Keita, who is now Minister for Cooperation and African Integration from Guinea-Conakry, but also is a former colleague from UNFPA, so she knows this issue very well. And the Honorable Khamis Attieh, the first Deputy Speaker of the Parliament of Jordan. It will be co-chaired by the Honorable Irene Matheson and l'Honorable Issa Mardo Jabir. And I would like to call the Honorable Matheson and Mardo to come to the podium and get us started on this first session. So, Honorables, the floor is yours. Oui, parfait. Donc, quand vous êtes prête. Ok, donc c'est à vous de commencer. Donc, c'est à vous de commencer. Il y a un micro, on parle comme ça. Il n'y a pas de micro. On parle comme ça. Ça fait aller. Non. Parlez d'ici, ok? Oui. Un petit instant. Just a 5-minute technical break, okay? Okay, thank you for your indulgence. We just have a little technical catching up to do here. We're going to mic up the moderators and the speakers, okay?
Messieurs, chers collègues et conférenciers, j'ai le plaisir pour notre première intervention pour cette session d'appeler Madame l'honorable Marie-Claire Bibeau, ministre canadienne du Développement international, qui a été sollicitée pour évoquer le travail entrepris pour adopter une approche sensible au genre pour les situations humanitaires. Madame la ministre, vous avez la parole. Bonjour à tous. So, we're going to talk about humanitarian context. Let's be clear. For too long, sexual and reproductive health and rights have been neglected in humanitarian settings. As many of you know, Canada is taking a gender-responsive approach to all of its humanitarian responses and urging others to do the same. We recognize that crises have a different impact on women and girls, especially those who face more than one kind of discrimination. Too often, women and girls are seen only as victims in these situations, rather than being recognized for their knowledge and skills. Their agency and autonomy too often ignored, while they know better than anyone what their needs are and what action could set things on the path of recovery. 26 millions de femmes et de filles en âge de procréer vivent dans des situations d'urgence. Même si nous savons que la violence sexuelle est basée sur le genre est souvent utilisée comme une arme et que nous connaissons l'importance des services de santé sexuelle et reproductive, il reste négligé et sous-financé dans de nombreux contextes humanitaires. Traditionally, whether responding to natural disasters or dealing with people traumatized by conflict or loss, we rush to meet basic need for food, water, and shelter. It is essential, but not enough. Basic needs must also include access to quality health care, including sexual and reproductive health services and supplies. For the women living in these often precarious conditions, this is life-saving work. I saw that in many countries and refugee camps, including when I went in Bangladesh last year. Many of the Rohingya women I spoke to had survived sexual and gender-based violence. It was painfully clear that they needed access to sexual and reproductive health services and psychosocial support. I also saw how women and girls can contribute to their communities. It was obvious that they want and can participate in making the decisions that affect them and be involved and empowered in the implementation of the solutions. Meeting basic services, basic humanitarian needs for shelter, food, and clean water is not enough for these women and girls. They need and they have the right to access sexual and reproductive health services. They need psychosocial support. They need safe spaces to process the unimaginable traumas they have survived, spaces where they can connect with other survivors and begin to heal. And of course, they must have a say in how the response is shaped. We need to also help them gain skills and leadership, so that when emergency situations arise, women are ready to play an active role, not just in the crisis, but also in the reconstruction phase. With other donors and humanitarian actors, Canada is ensuring that the specific needs of women and girls are being met and a gender-responsive approach is taken. We have made progress, but we need systemic change to make our humanitarian assistance more gender-responsive and, in turn, more effective. We will continue to gather evidence and shift our humanitarian assistance in Bangladesh and elsewhere,
and to identify remaining gaps. Applied more broadly, this will help to ensure that no one is left behind and that we fully uphold the humanitarian principles. That is why I'm proud of the work we accomplished during Canada's presidency of the G7, where the biggest humanitarian donors committed to the Whistler Declaration, which gives us an excellent frame to advance gender equality. The declaration builds on Canada's Feminist International Assistance Policy, which recognizes that tackling gender inequalities and empowering women and girls is the fastest, most effective way to eradicate poverty in developing countries. I'm proud to say that since the launch of our feminist policy in June 2017, 93% of our humanitarian assistance included SRHR or a women empowerment component. Concretely, this has meant that more than 449,000 women in Cox's Bazars in Bangladesh received information on gender-based violence and reproductive health services. We will be monitoring the results and sharing best practices so we can learn from innovation. Another example of our focus on women's rights in humanitarian setting was launched at the UN General Assembly last month, where we announced a $2 million over 3-year initiative with UN Women. We will create a gender hub in Cox's Bazar, supported by the resident coordinator and her team as gender champions. This hub will greatly increase coordination and capacity for gender-responsive humanitarian action there. Colleagues, I believe that we need to increase our engagement on sexual and reproductive health rights in humanitarian settings, including with all donors and humanitarian actors. It is our duty as parliamentarians. Speaking of parliamentarians, I want to take a moment to thank the many delegates here who have taken part in Women Deliver up until now. I very much look forward to reconvening with you, your colleagues, and other donors, actors, and partners at the Women Deliver Conference in June 2019 in Vancouver. Les parlementaires peuvent promouvoir une aide humanitaire sensible au genre et plaider pour des politiques plus fortes et un financement accru pour la santé et les droits sexuels et reproductifs. C'est aussi une occasion de chercher des moyens d'intéresser davantage de parlementaires à défendre l'égalité des genres et les droits des femmes et des filles, parce que nous savons qu'au-delà des droits humains, c'est aussi la meilleure façon de mettre fin à la pauvreté. I want to encourage you to work with civil society to be even more effective. Parliamentarians need to demonstrate political will and the courage to engage in concrete actions on the ground that will be needed for more profound change, to take root, and to bring sustainable results. The views and ideas that you share today are important and will help define how we can move the yardstick ahead. We need to identify key actions we can all take to advance sexual and reproductive health and rights to empower women and girls. Thank you for coming together here today to discuss this critical issue. Merci. Merci, Madame la Ministre, pour cette brillante intervention et qui nous rassure dans la volonté de votre gouvernement d'appuyer les efforts de tous les partenaires pour l'atteinte des objectifs de la CIPD. Une fois encore, merci. La vidéo. Et pour maintenant entrer dans le vif du sujet, nous allons ce matin discuter des situations humanitaires en mettant l'accent sur l'impact de l'égalité des sexes, de la situation
la santé, les droits sexuels et reproductifs, la paix et le développement dans ces contextes-là. Je suis donc très heureux de vous présenter nos distingués conférenciers. Et pour lancer les discussions, nous allons demander à M. Laï Chabané, directeur général régional de l'UNFPA pour les États arabes, basé au Caire et qui possède une vaste et riche expertise dans plusieurs pays de la région. Donc, M. Chabané, s'il est là, et vous avez toute sa biographie dans le document qui vous a été remis. Vous pouvez consulter ce document-là pour voir la biographie de M. Chabané. Donc, M. Chabané, la parole est à vous. Thank you very much. Good morning. I will speak in 6 spots. Spot number 1, 2017, Minister Claire was in Jordan. She visited one of the women's centers that UNFPA is running with one of our Jordanian partners in the neighborhood of Amman. The center visited is one of several facilities that the government of Canada financed across Jordan and other countries. This is just to name just one in this country out of a number of countries where it is possible for women and girls to receive comprehensive reproductive health care. In such centers, they also receive psychological counseling, management of sexual and gender-based violence, and they receive an integrated package of services and counseling. Canada, as a number of countries who realized that, thankfully, understanding the centrality of responding to the needs of women and girls, particularly during humanitarian situations. By this, I mean ensuring that women and girls of reproductive age are protected of violence in all its forms, that they are empowered with skills, opportunities, and information, and that they know that their reproductive rights are there. Spot number 2. Why women and girls? Before Natalia became the executive director of UNFPA, she was the deputy. Natalia and myself visited Syria. In our visit, we found full neighborhoods, full villages, who are full of women, children, and old people only. The role of women during conflict changed dramatically. More and more responsibilities are shouldered on women, and their silence needs are not looked at enough. I mention this because when planning humanitarian response, and despite of the numerous calls to protect women and girls, many of their needs are still overlooked, or let's say in the best case scenario, we are still discovering new needs that are not responded to. Age of marriage for Syrians in the past 7 years dropped dramatically. Child marriage spread around, and the age gap between these child wives and their husbands is measured by decades in some cases. Back in 2002, I remember in Palestine, Dr. Mustafa al-Barghouti is around here. We partnered with his institution to make mobile maternal clinics because we have witnessed an increasing number of women delivering at checkpoints.
this was another silent needs that nobody had looked at very clearly when you are in a humanitarian situation. Why girls in particular in humanitarian situation? Because we, even with the UN system, we struggle as UNFPA to include issues related to women, including dignity kits, in the humanitarian package that is distributed in what we call it the PC1, program criticality missions, when the security and the risk is very high. Dignity kits and contraceptives have been confiscated for months because the status quo authorities do not appreciate that this is something important. This happened in Libya, this happened in Yemen and other countries. Women and girls issues in general are silent during humanitarian situation, and it is very important to take these issues into consideration. Spot number 3, trajectory for our business model. We at UNFPA look at the demographic dividend as one of the important investments that we would like to deliver with our countries that passing through high fertility. This applies to Africa and some of the Arab countries. And we start from the girl of 10 years old. And we have 2 trajectories in her life. And as this is very relevant for you as legislators in your countries, either this girl drops from school, exposed to early marriage, high fertility, less quality services of health, less likelihood to be involved in the labor market, and then she becomes a burden that cannot help herself and missed opportunity for her society. The other trajectory is that we invest more in this girl. We ensure that she is kept at school. We increase the age of marriage. This will reduce her fertility, have lifelong education, and a likelihood to be involved in labor market, to be productive. She will help herself and will help her society as well. We have just released our annual flagship report called The State of the World Population. And for this year, we have selected the choice as the main theme. Choice is extremely important. The papers and the research that has been done around this has made strong association between the liberty of the choice, to what extent people are enjoying their choice, and with other economic and demographic factors. Choice is very important and is a key for empowering women. Spot number 5. Sexuality is a weapon. In situation of a humanitarian emergency, sexual violence is still often used as a weapon. Few weeks ago, Nadia Murad from Iraq has been awarded with Dr. Denise the Nobel Prize. And their main effort was to combat violence against targeted women because they are women. 10 years ago, the UN Security Council recognized sexual violence in conflict as a threat for peace and security. And many years ago, the International Criminal Court established sexual violence in conflict as a war crime. This is a very important moment to move ahead and combat violence against women. Spot number 5. What legislators could or should do? This is an appeal. Put social agenda on the top priority. Social agenda is absent into humanitarian setting situations. Ensure that laws that your parliaments pass enforce equality between boys and girls, men and women, at all levels. Then it is the first step towards preventing violence against women. Enforce laws to keep girls at school.
ensure that women and girls have the chance to enjoy their rights. Free girls and women from many what's so-called cultural and social norms. This is very important. The final spot, it's a quote. I would like to end my intervention with a quote by Jackson Gatz in his brilliant book, The Mako Paradox, where he says, we can toughen enforcement of rape, domestic violence, and stalking laws, and arrest more and more men than we do currently. But this is all reactive after the fact. It is essential. It is essentially an admission of failure. I think we need to move from reactive to active to proactive. Thank you very much. Merci beaucoup, Dr Chabanais, pour votre analyse et vos remarques qui interpellent tout un chacun. Et pour un peu donner quelques éléments par rapport à ces interventions, je voudrais vous parler un peu de la situation de la région du lac Tchad. C'est extrêmement important parce que le lien il est clair. Et donc, pour un pays qui a 14 millions d'habitants, le Tchad avec 4 millions, plus de 4 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire dans la région du lac Tchad. Je crois que ceci est extrêmement important et je crois que ça a un lien étroit avec les sujets que nous traitons ici. Donc vous savez qu'il y a les déplacés, il y a les phénomènes de Boko Haram qui fait que la situation elle est assez difficile. Il y a un problème d'infrastructure, c'est vrai. Les partenaires font beaucoup d'efforts au niveau du Tchad, notamment l'UNFPA qui fait un travail considérable, mais les besoins sont immenses et les partenaires sont interpellés pour venir en aide au gouvernement. Donc le problème d'infrastructure, notamment l'accès aux services sociaux de base, la santé, l'éducation, et les parlementaires que nous sommes avions initié une enquête d'envergure dans les 23 régions. Cette enquête a révélé clairement que le problème de l'éducation, il est réel et il est beaucoup plus crucial dans la région du lac Tchad. Ceci est extrêmement important et je crois que les données statistiques sont là. Donc nous avons 70% des écoles dans cette région-là qui sont construites en matériaux non durables. Nous avons 50% d'enseignants qui ne sont pas formés, qui n'ont pas la formation pédagogique. 80% d'écoles ne sont pas équipées. Les enfants étudient à même les sols. Tout ça, c'est dans cette région-là. Et vous avez 90% de ces écoles-là qui ne disposent pas de latrines. Et quand on parle des filles, vous avez, quand on n'a pas de latrines, je crois que le problème, il est réel. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'enquête a révélé que 58% d'enfants n'achèvent pas le cycle primaire. Donc ça, c'est extrêmement, vraiment grave et je crois que le problème, il est posé. Et le lac Tchad, qui jadis faisait vivre ces populations-là, a perdu 90% de sa capacité initiale. Donc ça aussi, c'est un élément important qu'il faut prendre en compte. Je crois que ça va beaucoup plus étayer les interventions que nous avons faites aujourd'hui ce matin. Et donc, ceci étant, je crois qu'on va maintenant enchaîner avec la prochaine intervenante. Et donc, j'ai le plaisir d'inviter Madame Diène Keïta, ministre de la Coopération et de l'Intégration africaine de la Guinée, de venir faire sa présentation. Madame Keïta, si elle est là.
Mesdames, Messieurs les coprésidents et sponsors, honorables parlementaires, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, à mes anciens patrons dans la salle, à mes anciens collègues, à mes amis, bref, à l'équipe. À l'entame de mon propos, permettez-moi de remercier le Fonds des Nations Unies pour la population, l'Association canadienne des parlementaires pour la population et le développement, ainsi que le groupe parlementaire interaméricain pour l'invitation qui m'a été adressée pour participer à cette importante rencontre. Ça, c'est la partie officielle. Mais en fait, ils ne m'ont pas invité. Je me suis fait inviter. J'ai supplié d'avoir le privilège d'être en face de vous. Parce que j'ai eu cette chance de pouvoir être de plusieurs côtés de cette barrière. Je suis certes ministre aujourd'hui, mais j'ai été aussi fonctionnaire international il n'y a pas si longtemps que ça. Et avant tout cela, j'ai été une jeune fille, je suis une femme mariée, une mère de famille et certainement une femme africaine. Donc, parler devant vous, c'est très difficile en se demandant quelle va être l'approche, l'angle d'attaque. Alors, je vais commencer par le plus simple. Aux Nations Unies, pour les États membres que je représente ici, le plus important, la raison de la création, c'est la paix et la sécurité. Je crois qu'on a tendance à l'oublier. C'est la paix et la sécurité à travers une bonne gouvernance. Donc, il y a humanitaire parce qu'il y a quelque chose qui s'est brisé dans le nexus paix-sécurité. Et aujourd'hui, l'humanitaire ne pourra plus jamais être vu de la manière dont on la voyait il y a quelques ans, pour une raison très simple. Pendant qu'il y a des crises aiguës, parfois conjoncturelles, comme le virus, l'infection à virus Ebola qui a sévi à un moment donné en Afrique de l'Ouest et qui a causé tellement de dégâts, ou des crises plus longues, plus difficiles comme celle de RDC ou de Haïti, même dues aux questions d'environnement, le nexus humanitaire et développement doivent fonctionner de pair. J'espère que dans les mois à venir, le Canada donnera un leadership différent au contenu du mot sécurité, à savoir qu'à la fin de la journée, la seule chose importante, c'est la personne humaine. Alors, je crois que je ne peux pas dire mieux que le directeur régional de UNFPA ou tous les autres prédécesseurs. Comme je suis une femme de terrain, je vais vous donner des images. Regardez cette jeune femme, elle a 16 ans. C'est une vraie, ce n'est pas un dessin animé. Elle a 16 ans. 3 grossesses, 3 décès de bébés. Et à chaque fois, un mauvais médecin qui lui a coupé une partie de son utérus et de des fistules. Moi, je ne suis pas médecin. Et chaque fois, ça a diminué. Elle a une petite poche pour pouvoir faire pipi. Ça. Et c'est du fait de viol répété. Chacune de ces 3 grossesses était due à un viol. Une autre dame, celle-ci, elle a 15 ans. Je ne vous donne pas les pays, ce n'est pas important. Elle a un bébé, mariage forcé. Et le mariage forcé, ce n'est pas toujours parce qu'on a quitté le système scolaire. C'est parce que pour des raisons culturelles parfois aussi. Il y a une mauvaise incompréhension de ce que le mariage rapide peut dire, ce que une grossesse précoce peut vouloir dire, mais ça donne ça. Une jeune dame perdue dans le vague parce qu'elle ne sait pas ce que lui réserve l'avenir. Regardez celle-là. Combien elle est jolie, combien elle est jeune. Ce qu'elle m'a demandé, parce qu'elle a été sauvée, elle dit « J'aimerais bien retourner dans une école normale ». Ce centre est un centre canadien. Ce centre est un centre dans un pays aussi, où on a pris des filles, certaines en otage, certaines catholiques, qu'on a mariées de force à des musulmans, et on les a obligées à apprendre le Coran. Car ce sont les visages de l'humanitaire.
Mutupeke, j'oublierai jamais jusqu'à mon dernier souffle le nom de ce village. Pour arriver là, on prend un avion de la taille d'un Boeing 330 et on fait 2 heures. Et on change, on prend un avion un peu plus petit. On fait 1 heure. Et on change, on prend un hélicoptère. On fait 2 heures. Et on arrive au sommet d'une montagne, au milieu de nulle part. Et on voit des milliers de personnes. Des milliers de personnes. Regardez l'enfant qui est là-bas. Il est malnutri, il a tous les problèmes. J'ai caché le visage de sa mère en prenant cette photo parce qu'on s'est rapprochés et que nos propres vies étaient en danger. Mais on n'avait pas le choix que de faire ça. Parce que peut-être il y a une chose que vous, les parlementaires, vous ne savez pas, mais tant que le Conseil de sécurité n'a pas dit aux Nations Unies de dégager, de quitter, les Nations Unies sont obligées de travailler. Je crois que c'est important de le savoir aussi. Parce que pour droit humanitaire, pour le bien de sauver des vies. Cette dame et ses bébés, vous voyez là où elle est assise? Je vais vous faire voir là où elle a accouché tout à l'heure. Ça, c'est un camp, loin, au bout du monde, là. Ça, c'est des rues du village en question. Tout est en paille. Tout est en paille. Ça, c'est l'infirmerie. Ça, c'est la sage-femme. Et la dame qui est à côté, c'est la maman qui est venue parce qu'elle est enceinte, elle a besoin d'informations. Et les femmes accouchent par terre exactement là. Il n'y a pas un moyen de faire autrement sur des nattes. UNFPA, on connaît beaucoup de choses. Ils sont là, ils peuvent parler pour eux-mêmes. Mais c'est beaucoup d'argent. Cette logistique-là, les produits, ça coûte une fortune. Vous avez des donateurs qui vont dire, moi, je m'occupe d'une partie de la question. Moi, je m'occupe d'une autre partie. En attendant, pour transporter ces produits, pour sauver les vies des femmes, ça coûte une fortune. Et avec les ressources diminuant, les gouvernements, et là, c'est là où je m'adresse aux parlementaires, doivent faire des efforts. Nous, je suis de ce côté-là maintenant, continuons à nous battre pour que le peu de ressources nationales disponibles soient mis devant avant de réclamer l'argent aux donateurs. Je crois que c'est important. Il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de ressources, on le dit tous. Mais s'il vous plaît, il y a des pays qui font un effort pour les mettre devant, et ça, il faut le faire. C'est du concret, c'est du pratique. C'est joli ça, Pernil. Cette image vous dit quelque chose? Les grands cartons que vous avez vus, il y a des gens qui travaillent un peu partout dans le monde pour mettre les produits simples à la disposition des personnes. Et pendant qu'on essaye d'éduquer les gens, oui, on pense aux bonbons des enfants qui ne sont pas très loin. Ça, c'est l'hôpital de Bunia. On ne peut pas circuler dans cette zone sans armement militaire, sans camp. Et bien sûr, des femmes accouchent. Il y a des questions de ressources humaines. Les médecins, hommes et femmes. Dans cette région où 2 femmes meurent, comme disait le directeur de UNFPA hier, toutes les 2 minutes, cette dame est le seul urologue d'un pays de plus de 80 millions d'habitants. Elle est le seul urologue. Chaque fois que les médecins viennent en compagnonnage, elle apprend ces techniques. Elle est juste remarquable. D'autres. Ceux-ci sont des militaires, des généraux. Parce que la fistule obstétricale en zone humanitaire, c'est du trauma. Et ceux qui réparent les mieux le trauma aujourd'hui, ce sont les médecins militaires. Mais regardez, ils sont d'un certain âge. L'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie n'ont presque plus de fistule obstétricale. Les pays arabes n'en ont presque plus. Ce sont des cas physiques. Ça, c'est l'Afrique subsaharienne. On a besoin de générateurs aussi quand on est au milieu de nulle part pour faire fonctionner, et ça coûte de l'argent. Et ce n'est jamais inclus dans les prix des programmes et des projets. Est-ce que les pays parlementaires, quand on vous soumet des budgets pour les ministères techniques, est-ce que ceci est pris en compte dans les budgets nationaux? Parce que ça coûte une fortune un groupe de cette taille-là. J'aime beaucoup cette photo. J'aime beaucoup cette photo parce que l'hôpital que je vous ai montré, ces ambulances ont été offertes par le Canada, mais les soins de santé maternelle étaient offerts par le Japon.
une excellente collaboration. Ma question est la suivante. Quelle a été la contribution nationale du pays dans cet hôpital? Il n'y en avait aucune. Absolument aucune. Vous êtes des parlementaires. Vous avez voix au chapitre. Paix et sécurité. Ce militaire est pour la protection, mais il est aussi le premier danger. Parce que sans éducation, ça peut faire beaucoup de dégâts, énormément de dégâts. Comment éduque-t-on dans les pays? Comment, vous, en tant que parlementaire, vous allez vous approcher du ministre de la Défense ou du ministre de la Guerre, appelez-le comme vous voulez, pour dire attention, attention, vos hommes nous protègent, mais peuvent être extrêmement dangereux pour la jeune fille. Cette dame parlementaire a parlé ici hier. Ça, ce sont les couloirs de UNFPA au siège. Parce que votre travail de parlementaire ne s'arrête jamais. Dans tout couloir, le plaidoyer est contenu. Et continue. Comment le faites-vous? Avec qui le faites-vous? Ce n'est pas important, il faut le faire. Avec les gouvernements, vos collègues parlementaires, c'est important. Cette fille, elle a 14 ans. Cette fille est seule à juste 200 mètres de son village. Elle risque d'être violée en chemin. Elle risque de ne jamais pouvoir terminer l'école. Pour célébrer le 25e anniversaire de la conférence du Caire, que peut-on faire pour la protéger? Que peut-on faire? Que pouvez-vous faire, parlementaires, pour arriver à 0? Nous avons le choix tous dans cette salle. Le pouvoir du choix s'appelle leur rapport pour cette année. Maintenant, la question est, comment entendons-nous l'exercer? Comment entendons-nous l'exercer? Au sortir de cette salle, d'aujourd'hui à avril prochain, comment arrive-t-on à 0 décès maternel? Comment arrive-t-on à ce qu'il n'y ait plus de violence basée sur le genre? Comment arrive-t-on à ce qu'il n'y ait plus de besoins en matière de non satisfaits en matière de planification familiale? Ça, c'est la vraie question. Je ne me suis pas permise de venir devant vous ici pour vous donner des leçons. Je me suis permise de venir ici pour qu'on se pose les vraies questions. En tant que membre de gouvernement, ces questions m'interpellent autant que vous, certainement plus que vous. Mais vous, en tant qu'honorable parlementaire, quel que soit votre bord, vous en avez la responsabilité. Je vous invite à visiter le terrain chez vous. C'est ce que j'ai fait depuis que je suis rentrée. Je vous invite à aller là où on ne va pas, dans vos propres pays. Et certains d'entre vous sont mieux outillés que d'autres. Le partage est important. La connaissance, le savoir est important. Se cacher derrière, ah oui, les sujets sont difficiles à aborder. Oui, personne n'aime parler des LGBT. Personne en Afrique subsaharienne. Mais s'il vous plaît, les droits humains, les droits de l'homme. Un homme ou une femme qui n'a pas tué, qui n'a fait de mal que d'avoir une sexualité différente. On les voue aux gémonies. Il y a des gens qui tuent, qui insultent à longueur de journée. Et on fait comme si rien ne s'était passé. Je crois que vous avez un rôle là-dedans. Ce n'est pas une question de choix. Comme a dit la prêtresse indienne qui était devant nous hier, c'est une question de choix, le pouvoir du choix. En tant que parlementaire, à quoi comptez-vous contribuer? En tout cas, nous sommes à votre disposition pour avancer, mais je vous en conjure, les négociations se font en anglais. Vous qui ne parlez pas anglais, vous qui allez avoir des membres du gouvernement qui vont aller à des négociations à la Commission pour la population, pour le développement, comment les préparez-vous? Est-ce que quand vous rentrez dans vos pays, vous partagez ces documents, la déclaration d'Ottawa avec eux? Est-ce que vous allez faire une session de plaidoyer pour qu'on sache c'est quoi la question de la santé de la reproduction? Le choix est le nôtre. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Madame la Ministre, pour ces excellentes idées. Il est essentiel de situer tous ces problèmes-là comme ayant des impacts locaux et nationaux, mais également de portée régionale et mondiale. Très important.
À présent, j'ai le plaisir de présenter notre dernier orateur, l'honorable Khamis Atié, premier vice-président du Parlement de Jordanie. Monsieur Khamis Atié, vous avez la parole. بسم الله الرحمن الرحيم. سوف أتحدث باللغة العربية. الزملاء البرلمانيين، الزملاء الحضور، أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالسلام هو الذي يحتاجه العالم، بل نحتاج فعلا إلى نظام دولي جديد لا يوجد فيه حروب، ولا توجد فيه دولة تحتل شعبا وتطرده من أرضه كما فعلت إسرائيل عام 1948. نحتاج إلى نظام دولي عنوانه الشرعية الدولية والقانون الدولي. الزملاء البرلمانيين، جئتكم من الأردن، من بلد حمل رسالة السلام والاعتدال وقبول الآخر. جئتكم وكلنا أمل بأن يقف هذا العالم مع الأردن الذي يتحمل عن المجتمع الدولي عبء استقبال اللاجئين السوريين الذي بلغ عددهم اليوم 1,300,000 لاجئ، وهذا عدد لم نعد نستطيع تحمل كلفته الاقتصادية والصحية والأمنية. فالمطلوب اليوم من المجتمع الدولي تقديم دعم مالي للأردن لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين. الزملاء البرلمانيين، منذ بداية الأزمة السورية فتح الأردن حدوده أمام إخواننا السوريين الذين هربوا من الحرب للنجاة بحياتهم، فكان الأردن الملاذ الآمن الذي وفر لهم الحماية والسكن والتعليم لأبنائهم والصحة وخدمات الإغاثة وحتى العمل. في الأردن عملنا على إيجاد بيئة آمنة وخدمات صحية للاجئين السوريين الذي تزايد أعدادهم حتى وصلت نسبتهم 20% من مجموع عدد سكان الأردن، وهذا عدد كبير له كلفة اقتصادية وسياسية وأمنية، علاوة على الضغط الهائل على البلديات والبنية التحتية ومواردنا الأمائية الشحيحة أصلاً. ومع ذلك التزم الأردن باستقبال اللاجئين السوريين، وكانت القوات المسلحة الأردنية دائماً توفر الطرق الآمنة للاجئين السوريين على الحدود، وتقوم بتوفير الخدمات الإغاثية والصحية للمرضى والجرحى من خلال مستشفيات ميدانية على الحدود مع سوريا، ثم تنقلهم إلى التجمعات في مخيمات مخصصة لهم. اليوم لا يوجد مدينة أردنية أو بلدة إلا ويقطن فيها لاجئين سوريين، علاوة على مخيمات اللجوء المخصصة لهم. وهذا أيضاً أيها الزملاء ضاعف من أزمتنا الاقتصادية، واضطرت الحكومة الأردنية إلى بناء مدارس إضافية لاستيعاب أبناء اللاجئين السوريين فيها، كما زاد الضغط أصلاً على قطاع الصحي علاوة على الضغط على البنية التحتية والبيئية والبلديات. وهنا نؤكد على أن الأردن سيقوم بواجبه تجاه أشقائه السوريين في توفير كل مستلزمات الحياة الكريمة لحين عودتهم إلى وطنهم سوريا الحبيبة. الزملاء، نطالب المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته بتوفير الدعم المالي للأردن لكي نوفر للاجئين السوريين احتياجاتهم الأساسية في كل المجالات. لقد دعا جلالة الملك عبد الله الثاني منذ بداية الأزمة السورية بإيجاد حل سياسي من أجل إيقاف الحرب هناك
والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وتجنب الأشقاء السوريين المزيد من الدماء. الحضور الكريم، جئتكم أيضا من الأردن، البلد الذي يعيش فيه مليونين لاجئ فلسطيني قدموا إلى الأردن عام 1948 بعد أن احتلت العصابات الصهيونية فلسطين وهجرت أهلها بالقتل والمجازر وغيرها من الأساليب البشعة. الزملاء البرلمانيين، إن إسرائيل دولة احتلال، هي دولة فصل عنصري تمارس أبشع أنواع الفصل العنصري والتمييز والقتل ضد أبناء الشعب الفلسطيني من قوانين عنصرية وبناء جدار فاصل عنصري ومنع التلاميذ الفلسطينيين من الذهاب إلى مدارسهم وقتل النساء الفلسطينيات بكل وحشية وحرق المنازل الفلسطينية وأهلها بداخلها، والأمثلة كثيرة، علاوة على احتلال المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. الزملاء البرلمانيين، نحن في الأردن نعتبر قضية فلسطين هي قضيتنا المركزية، كما نؤكد على أن الشعب الفلسطيني يستحق الحرية والاستقلال، ونؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى مدنهم التي احتلت عام 1948، فحق العودة هو حق مقدس لا يملك أحد في هذا الكون إلغاء هذا الحق. ونحن دائما نطالب من المجتمع الدولي أن يقدم التزاماته اتجاه وكالة الغوث الدولية الأنروا بتوفير المال اللازم لها لكي تبقى مستمرة في تقديم خدماتها وبرامجها للاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم لحين عودتهم. أيها البرلمانيين الأعزاء، لم يعد مقبول في هذا العالم بقاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية. إن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو واجب على العالم أجمع، فهذا آخر احتلال على وجه الأرض، ولا سلام في هذا العالم إلا برحيل الاحتلال الفلسطيني، إلا برحيل الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى فلسطين التاريخية وفق قرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار 194. دعونا نعمل سوياً كبرلمانيين داخل دولنا من أجل إنهاء مأساة الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين لإقامة السلام في منطقتنا والعالم، لأن هذا لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية ولصالح العالم كله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci, Monsieur le Premier vice-président, pour vos pertinentes remarques. Il est extrêmement important d'entendre la voix, j'allais dire, le point de vue de ceux qui vivent, ceux qui sont directement touchés par les crises humanitaires. Je donne maintenant la parole à ma co-présidente réputée, Madame Madsen, pour ses observations finales. Madame la co-présidente. Merci. Thank you very much, Mr. Co-Chair, and thank you to all of our very distinguished speakers. I would like to add my thanks to Minister Bibo, Dr. Shabana, Dr. Kita, for addressing the realities faced by women and girls, and Mr. Ita for your message of peace and our collective and fervent desire for the peace that will end such suffering in the world. So we've heard such rich perspectives on the challenges that face us, but also some of the opportunities that lie ahead. As you know, more than 60 million people are living in crisis settings or are displaced due to conflict, natural disaster, or other human rights abuses.
we know this in our hearts, and we know that this has to be addressed. And we also know all too well that sexual and reproductive health is often invisible compared with the need for food, water, shelter, and vaccines. But in crisis settings, women face significant hardships trying to prevent pregnancy and end unwanted pregnancies. They have lost their livelihoods, their normal family and social structures, their health care. They're at greater risk of gender-based violence, contracting sexually transmitted infections, and disruptions in contraceptive use. That is the reason that we must collectively work towards greater human rights protections, including sexual and reproductive rights for those in crisis and in crisis settings. I urge us to bring the issues raised during this session into the remaining discussions today. You've heard a great deal, you've seen a great deal, and now it's a time for action and resolving these issues.